et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous aujourd'hui au micro, Eric. Bonjour Zeg, bonjour Strasbourg et au micro, à la technique pour nous donner à entendre la voix du monde, Zek. Alors Eric, dis-moi, de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors ce soir, nous allons parler de l'entrée et de l'accès aux études supérieures, de l'université quoi. S'il y a un élément qui au cours de son histoire a tout représenté et son contraire, c'est bien l'université. Alors on situe l'université, l'origine des universités à partir du moment où on a rassemblé en un seul lieu la plupart des enseignements supérieurs, intellectuels et spécialisés. C'était des établissements qui formaient des jeunes hommes à des carrières de doctes, c'est-à-dire de ceux qui savent quoi. C'est la médecine, la pharmacie, la logique et le droit civil en général. Alors à l'origine on appelait ça des facultés la plupart du temps. Ces établissements ils sont fondés pour donner aux enfants de la bourgeoisie et même certains enfants de basse extraction, particulièrement talentueux, pour leur donner accès à des savoirs qui sont autrement réservés à une élite religieuse et à tous les nobles qu'il y a en Europe. Alors les religieux et les nobles, eux, sont formés par les clercs et l'institution religieuse. Alors il y a beaucoup de grandes villes, du coup, pour soutenir cette bourgeoisie, qui se sont dotées de ces institutions où ils ont regroupé un certain nombre de formations, et le succès croissant de ce qui va devenir les universités, ça en fait une cible pour la récupération de l'Église. Alors au début, ça n'a pas vraiment l'air d'une récupération, parce que c'était une période, on le sait assez peu, mais le Moyen-Âge, c'était vraiment une époque d'ouverture intellectuelle pour l'Église. Souvent on dit que c'est une période obscurantiste, mais non, l'Église était vraiment ouverte et était intéressée par tout ce qui est science. D'accord. Parce que pour elle, la science était montrer la puissance de Dieu, comment lui il a réglé le monde pour que le monde puisse fonctionner. D'accord. Donc plus on avance dans la connaissance de la science, plus on avance dans la connaissance de Dieu. C'était le rapport théologique par rapport à ça. Et du coup, ils intègrent aussi à ces enseignements les enseignements classiques qui sont mathématiques, philosophie, le droit canon, c'est-à-dire le droit religieux et la théologie. Alors à ce moment-là, ils ont accédé, on a commencé à appeler ça l'université parce que ça parlait de ce qui était universel. Ces établissements, ils avaient pour but de développer la connaissance du monde par la science. Comme on l'a dit, la science et la religion, ça fonctionnait bien. Voilà. Et la grande période d'intolérance, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on imagine, la grande période d'intolérance religieuse, c'était au début de la Renaissance. L'Inquisition espagnole a vu le jour au début de la Renaissance, c'est-à-dire fin 15e siècle, début 16e siècle. Et du coup, elle a fait ses plus beaux barbecues d'hérétiques à partir du début du XVIe siècle. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Mais bon, il reste que les universités ne sont accessibles qu'à une toute petite partie de la population, même si c'est les bourgeois, enfin c'est les bourgeois comme les plus aisés, qui sont issus d'une famille et d'une élite déjà cultivée, ou alors de rares enfants de paysans qui sont particulièrement intelligents, qui ont été repérés et soutenus par certains prêtres. Des exemples très classiques, l'université de Cambridge en Angleterre, qui est une université maintenant devenue une université d'élite. C'était une université qui était réservée aux enfants de paysans et qui était fondée et entièrement financée par un évêque anglais. Donc alors soit ils sont riches, soit ils sont hyper intelligents, c'est ça ? Voilà, soit ils sont vraiment très très balèzes et ils se sont fait remarquer quoi. D'accord. Ce qui permettait quand même à quelques-uns de pouvoir passer quoi. Donc c'était pas rien. C'était pas terrible mais c'était pas rien quoi. Alors oui, du coup c'était du coup, on peut dire que c'était une période de tolérance, mais il faut pas exagérer non plus. C'était pas ce qu'il y avait de plus tolérant non plus, parce qu'il y avait effectivement cette sélection de barrières qui était très difficile à franchir, quoi. Et depuis le XVe siècle, l'Église a de plus en plus limité l'accès à l'université et à étendre aussi les questions d'hérésie aux sciences qui glissaient dangereusement assez loin du dogme. Alors une petite pensée pour Giordano Bruno qui a fini lui aussi en barbecue. Parce que lui prétendait que l'univers était infini, puis l'Église n'était pas d'accord avec ça, donc du coup il a fini par être cramé. Et il faudra attendre plusieurs siècles. Wilhelm von Humboldt, qui est un philosophe et un linguiste allemand, qui défend lui la propagation du savoir à tout le monde et à toutes les couches de la société. Son idée c'était aussi que dans les universités, les différentes facultés, les différentes matières doivent travailler ensemble pour progresser ensemble. Alors lui, il va créer l'université de Berlin et il va commencer à mettre en place tous ces principes-là qui vont aussi progresser. C'était au XVIIIe siècle.
ces principes vont progresser et, jusque dans les années 60, 70, où l'université s'ouvre vraiment à tout le monde. On se l'a dit, tout le monde, tous ceux qui ont leur bac. D'accord. Ça veut dire qu'il faut déjà accéder au bac. Ça veut dire aussi que les personnes qui sont issues des couches les moins cultivées de la société, on va dire, qui sont moins issues d'une culture bourgeoise, ces personnes-là auront plus de difficultés à accéder au bac. Voilà. Ça fait que quelques années, en fait, depuis la moitié des années 80, qu'il y a à peu près 80-90% d'une classe d'âge qui a son bac et qui peut accéder à l'université. D'accord. Ça reste encore, comme malgré tout, très sélectif, quoi. Selon l'origine, selon la famille, selon les moyens aussi qu'on a d'aller à l'université. Il y a quand même 1% du fils d'ouvriers qui arrive jusqu'à la fin de leur licence. 1%. Qui arrive jusqu'à la fin de leur licence, c'est encore, ça baisse encore de façon très drastique après la licence et jusqu'à la thèse. Ouais, ceux qui arrivent le mieux en général, c'est des fils de profs, des enfants de profs, qui apparemment sont mieux armés mieux armés par rapport à de par leur éducation, de par les partages qu'ils ont en famille, pour accéder au savoir. Et il y a aussi un autre truc de sélection, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de partir de chez leurs parents. Les parents n'ont pas forcément les moyens de financer les études de leurs enfants, et puis du coup ils sont obligés de bosser à côté, de faire des petits boulots qui sont assez mal payés pour pouvoir se loger, se nourrir et étudier en même temps. Donc travailler, étudier, travailler pour les cours, tout ça, ça provoque aussi une baisse de niveau tout naturellement. Alors du coup, c'est un accès qui n'est pas encore universel, mais qui tend à progresser. Et voilà que maintenant, on parle de remettre les sélections à l'entrée des universités. Du coup, on peut se demander quelles vont être les conséquences. Et nous allons en parler avec Colin Jude. Écoute, merci Eric, sacrée histoire en tout cas. Mais tu sais que ça dépasse, en fait, cette question d'études dépasse complètement le continent européen. Les universités ont s'aimé partout dans le monde et il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui arrivent à la fac à Strasbourg par l'intermédiaire d'échanges internationaux, et pour eux, l'accès à l'université pose d'autres problèmes tout aussi conséquents à leur arrivée. Et nos invités, Ren Bikier et Mamadou Djang, vont nous en parler en seconde partie d'émission, mais pour l'instant, une petite pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Eric? Alors, on va commencer tout doucement par un bon petit blues, Taj Mahal, Things Are Gonna Work Out Fine. C'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes de retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers diffusée sur RBS 91.9. Alors aujourd'hui, nous parlons d'accès aux universités. À commencer par le retour en vue de la sélection à l'entrée. Pour en parler avec nous, Colin Jude. Bonjour. Et avec nous, Marianne aussi, pour nous parler d'un peu de l'orientation de l'université. Bonjour. Marianne, bonjour. On n'a pas besoin de présenter Marianne, on la connaît, ça fait la 3e émission qu'elle participe avec nous, ça ira. Avant tout, peux-tu, Colin, te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Je m'appelle Colin, je suis étudiant en licence actuellement et du coup je suis président de l'UNEF à Strasbourg, le syndicat étudiant. D'accord. Donc, alors, avant la sélection, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes qui veulent faire des études supérieures? Alors, peux-tu nous expliquer ça? Il y a, dans le parcours d'un jeune qui veut accéder à des études supérieures, il y a tout un tas d'embûches, on va dire, d'obstacles. Le premier déjà, c'est que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde selon le milieu dont on est issu, la famille qu'on peut avoir, etc. C'est pas forcément une évidence qu'après le bac, on va s'orienter vers des études supérieures. Donc c'est la première chose dont il faut avoir conscience, c'est que le milieu en fait d'où on vient, il joue énormément selon l'endroit où on a fait son lycée, selon le bac qu'on a pu choisir ou se voir dans certains cas imposer, la famille dont on est issu, etc. La profession de ses parents, c'est énormément de choses en fait qui vont jouer sur notre orientation. Et donc c'est autant de choses qui peuvent s'avérer être des obstacles pour un jeune, du coup, comme dit, qui veut ensuite faire des études supérieures. Alors pour parler de la sélection à l'entrée, une des justifications pour imposer la sélection dans les universités, c'est le manque de perspective pour la plupart des étudiants et des étudiantes à la sortie. Est-ce que c'est entendable ?
Alors c'est quelque chose, effectivement, c'est une vraie problématique dont nous on veut bien parler. Notamment, il y a un amendement qui est passé, qui a été du coup ajouté par le Sénat il y a quelques semaines, jours, je sais plus exactement, du coup par des sénateurs républicains, qui propose effectivement en vue de cette sélection, de mettre en place des capacités d'accueil qui seraient du coup indexées sur les débouchés proposés par la filière. Donc c'est un vrai débat en tout cas qu'il faut avoir. Mais aujourd'hui, est-ce que, alors qu'on a effectivement un problème au sortir de l'université ou même de façon générale sur ce qu'on appelle le marché de l'emploi, est-ce qu'on veut du coup, pour résoudre ce problème, décider de fermer les portes bien en amont et plutôt que de dire, bon, effectivement, on a des jeunes diplômés et on ne sait pas quoi en faire, ils ne trouvent pas de travail, se dire, bon, bah du coup, on va juste avoir moins de jeunes diplômés. Et le jour où on réussit effectivement à trouver une solution, du coup, à trouver de nouveaux débouchés, à, je sais pas, baisser par exemple le temps de travail hebdomadaire pour permettre de mieux répartir le temps de travail, si on procède dans ce sens-là, bah, à ce moment-là, on n'aura plus de jeunes diplômés du coup pour venir remplir les postes. Donc pour nous, c'est dans l'autre sens qu'il faut se poser la question. L'essentiel, la priorité, c'est d'abord de former les gens, de leur fournir tout simplement un cursus universitaire qui leur fournissent à la fois des compétences, des connaissances, des qualifications pour éventuellement plus tard pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi. Oui, mais de toute façon, est-ce qu'on fait des études uniquement pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons, Enfin, effectivement, les débouchés sont de toute façon compliqués pour les jeunes de moins de 25 ans. C'est compliqué de rentrer sur le marché de l'emploi, diplômé ou pas. Mais est-ce que ça empêche la personne de se cultiver derrière ? Alors, non, ça n'empêche pas du tout, bien au contraire. Après, dans la société dans laquelle on vit, ça reste un peu... Enfin, on continue à voir aujourd'hui le diplôme comme finalement la meilleure protection qu'on peut avoir sur le marché de l'emploi et qu'on peut avoir du coup face au chômage, etc. Mais effectivement, au-delà de ça, un diplôme et un cursus universitaire, ça permet d'acquérir une culture, ça permet tout simplement de s'émanciper. C'est aussi un peu la vision du coup qu'on défend de l'enseignement supérieur. C'est un vecteur d'émancipation et ça permet de venir, alors en partie évidemment l'université n'était pas parfaite jusqu'ici, mais elle permettait mine de rien d'essayer au moins de lisser un petit peu les parcours et de rétablir une certaine égalité qu'on n'avait pas forcément avant. Comme dit, je parlais du milieu dont on pouvait être issu, etc. L'égalité avait pour rôle, ou devrait l'avoir du moins, de venir remettre un petit peu tout ça à plat. Donc oui. Et sinon, selon toi, quels sont les problèmes quels sont les problèmes que posent ces sélections ? Déjà, rien que sur le principe de la sélection, c'est une chose à laquelle on est opposé. Alors, il y en a plusieurs formes. On avait déjà la sélection par l'échec. Plutôt que de mettre des moyens pour permettre à tous les jeunes qui rentrent dans l'enseignement supérieur de réussir avec du coup un accompagnement adéquat, avec un nombre de salles, un nombre de profs, un nombre de personnel qui soit pareil en adéquation avec le nombre d'étudiants qu'on a, avec des moyens pédagogiques qui encore une fois répondent à nos besoins. Plutôt que de faire tout ça, on va limiter ces moyens et voir du coup qui seront les premiers jeunes à abandonner leurs études. C'est pas une grande nouvelle, mais quand on est dans un amphi de 200 places et qu'on est 300, les 100 premiers à abandonner, c'est ceux qui étaient assis dans les marges de l'amphi. Donc c'était la première forme de sélection. On en a eu une deuxième quand on a fini par mettre du coup en place des capacités d'accueil dans des filières qui jusqu'ici n'en avaient pas. Je pense à STAPS par exemple, ou aujourd'hui aux filières de langue, etc., de droit. On a du coup fait du tirage au sort. Ça reste une forme de sélection totalement arbitraire où du coup, soit on a de la chance, soit on en a moins. Exactement, ouais, c'est ça. Pile ou face. Mais aujourd'hui, on nous propose une forme de sélection qui est quelque part encore plus drastique. C'est quelque chose qu'on a plus peur de dire aujourd'hui. On nous a souvent dit, mais oui, vous êtes contre la sélection, c'est-à-dire que vous préférez le tirage au sort à la sélection au mérite. Cette sélection qui se fait, c'est pas une sélection au mérite. C'est une sélection qui va se faire sur des critères presque sociaux. Quand on est, je caricature, mais fils de médecin et qu'on candidate pour aller en fac de médecine pour la première année commune aux études de santé, il se trouve que on a plus de chances de répondre aux prérequis, aux fameux attendus qui seront fixés par la filière. Quand on a des parents qui ont plus de moyens financiers ou qui ont un capital culturel plus important, c'est plus facile de réussir au lycée, du coup d'avoir les notes suffisantes, etc. C'est plus facile aussi de savoir quel bac faire pour faire quelle filière, parce que quand on est au lycée, c'est pas toujours des questions qu'on se pose, malgré tout. Et surtout, je pense par exemple simplement au lycée en fait qu'on va avoir
quand on est dans un lycée en milieu rural, quand on est dans un lycée en banlieue, quand on est dans un lycée, même en centre-ville, dans un petit lycée, on n'a pas forcément du coup derrière les mêmes chances d'entrer à l'université avec la mise en place de la sélection. Quand on voit qu'il y a des facs de droit qui vont demander aux gens qui candidatent pour étudier le droit d'avoir suivi une option de droit au lycée, moi je viens d'un lycée où pour faire l'option droit, il fallait aller à l'autre bout de la ville, et quand on a 15 ans et qu'on choisit ses options pour la classe de première, on choisit latin parce que ça nous évite de traverser la ville tous les mercredis après-midi ou tous les samedis après-midi. Ouais. Donc c'est une première chose, et il y a même des lycées qui ne proposent tout simplement pas ces options. Il y a même d'autres critères d'ailleurs qui sont proposés qui pour le coup sont vraiment sociaux, enfin financiers. Oui, ça veut dire aussi qu'à l'entrée du lycée, il faut savoir ce qu'on veut faire comme étude d'entrée de jeu. C'est ça. Et si les parents sont pas là pour aider, etc., ça va poser problème. C'est comme dit, c'est pas le seul point. On va demander aussi aujourd'hui, par exemple, dans certaines filières de STAPS ou de sciences de l'éducation, on va demander aux gens d'avoir passé le BAFA. Le BAFA, ça a un coût, c'est entre 400 et 500 euros le plus souvent. Tous les jeunes ne peuvent pas se payer le BAFA. Tous les jeunes n'ont pas forcément non plus le réflexe d'aller passer le BAFA. Moi non plus, je l'ai pas. Pour du coup accéder à l'enseignement supérieur. Pareil, il y a certaines facs qui vont maintenant demander des lettres de motivation. Une lettre de motivation, c'est pas inné de savoir comment la rédiger, de savoir quelle formule mettre, etc. Quand on a des parents qui peuvent du coup aider derrière, qui ont le capital, comme dit, culturel pour nous accompagner, et qui ont aussi du temps pour le faire, c'est-à-dire que ils ne travaillent pas 50 heures par semaine, c'est plus facile que quand on est dans la situation inverse. Donc c'est vraiment une sélection sociale qui est finalement encore plus drastique que le tirage au sort. Avec le tirage au sort, un jeune de banlieue, un jeune de milieu rural, il avait ses chances. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. D'accord. Du coup, selon toi, quelles pourraient être vraiment les conséquences de cette décision politique de sélection d'entrée des universités, et quelles solutions on peut envisager, imaginer? Les conséquences, elles vont être multiples, et on a encore un peu du mal à les dessiner. La première, et bon, ça répond à une question justement qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes aujourd'hui qu'on envoie à l'université, qui ne réussissent pas à l'université ou qui sortent de là avec un diplôme qui finalement leur sert à rien? Qu'est-ce qu'on va faire en fait de tous ces jeunes qu'on ne va pas envoyer à l'université? On va pas leur proposer plus de solutions. Aujourd'hui, avec simplement un bac, sans autres diplômes, on peut pas faire grand-chose. Il me semble que même pour être flic maintenant il faut un peu plus, donc ouais, à part être équipé chez McDonald's, il n'y a pas grand chose à faire. Or on va pas former une génération d'équipés chez McDonald's, donc c'est un premier problème, une première conséquence qui moi me semble assez grave. Et surtout au-delà de ça, c'est quelque chose dont on a parlé avant, aller à l'université, c'était potentiellement se doter d'une culture, se doter du coup d'une capacité de réflexion, etc., qu'on ne pouvait pas forcément acquérir par ailleurs. Ça va aussi, je pense, poser de gros problèmes à ce niveau-là. Si aujourd'hui on arrête, entre guillemets, d'apprendre aux gens à se questionner, à questionner la société, etc., je suis pas franchement envieux en fait des gens qui vivront dans ce monde-là, quoi. D'accord. Du coup, on peut donner la parole à Marianne pour voir aussi ce qu'elle peut dire de l'orientation pour entrer à l'université. Par rapport à ce que Colin vient de dire concernant les nouvelles modalités d'accès à l'enseignement supérieur et tout particulièrement à l'université, je voudrais quand même dire que officiellement et en pratique, c'est un APB un peu amélioré ou en tout cas arrangé, avec deux choses qu'il faut quand même noter. Il n'y a plus effectivement le tirage au sort. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il n'existe plus. On ne fait que 10 vœux, mais qui ne sont pas hiérarchisés. Donc, pour le stress côté élève, c'est moins difficile en tant que conseiller d'orientation que d'être obligé de mettre en premier quelque chose. Bon, on peut lui mettre en vrac. En revanche, il y a également la possibilité d'une année de césure. Mais je voudrais dire que tout ça, c'est des plateformes techniques qui sont un peu améliorées par rapport au mouvement et au couac immense qu'il y a eu l'année dernière, si vous vous en rappelez, avec plus de 100 000 personnes qui étaient restées sur le carreau pendant l'été 2017, ce qui était vraiment des couacs administratifs liés à des carences non seulement techniques, mais également et surtout de personnel administratif dans les plateformes et surtout dans les accueils des étudiants des universités qui ont quand même le mérite d'accueillir la masse la plus importante de jeunes en termes de population
et qui ont le baccalauréat. Et je voudrais aussi faire un tout petit lien avec la réforme du baccalauréat qui est également en cours et insister sur le fait que le baccalauréat en France, qu'il soit professionnel, technologique ou général, est le premier grade universitaire. Et ça, quand nous avions inventé, entre guillemets, le bac pro pour tirer les enfants d'ouvriers vers le haut, nous avions un enjeu, c'était d'en faire un baccalauréat à l'époque, parce que les milieux professionnels, économiques souhaitaient un brevet de technicien comme on avait toujours. Et nous avions voulu un modèle français qui n'est pas le modèle européen, qui n'est pas le modèle allemand. On voulait les deux choses à la fois, c'est-à-dire l'accès possible à la culture et une formation professionnalisante. On a gagné, il y a 30% de bacheliers qui sont des bacs pro, il y en a quand même 40% qui sont des bacs techno, et les autres sont les bacs généraux qui maintenant vont être, j'allais dire, mixés par des histoires de séries, etc. Les effets pervers sont attendus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité d'avancer vers l'égalisation, il y a un backlash assez important qui, comme le disait Colin, rejaillit sur les classes sociales les plus défavorisées et, in fine, au bout d'un moment, rejaillit également sur les filles quand elles ne peuvent plus accéder au niveau master et doctorat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier. La réforme, là, on met la charrue avant les bœufs, on toilette une plateforme, alors que c'est un projet de loi il n'y a aucune démocratie là-dedans, et ça, c'est véritablement un scandale. En tout cas, merci. Merci également à Colin d'être venu nous parler de ce problème. Un dernier message à passer, quelque chose à ajouter? Il y a un centre de protestation de gens ou de syndicats qui protestent en ce moment contre cette réforme de la FCPE aux syndicats étudiants en passant par les syndicats d'enseignants du secondaire comme du supérieur. Donc moi j'invite simplement l'ensemble des auditeurs et des auditrices à s'enseigner sur les réseaux sociaux, sur internet, partout où ils peuvent, dans le lycée de leurs enfants, dans même votre lycée si vous êtes un jeune, dans votre université, etc., sur la mobilisation en cours, comment elle se prépare, et vous-même de votre côté en parler autour de vous, en parler avec vos amis, vos familles. Moi hier soir encore j'essaie de convaincre un oncle que il y avait des effets néfastes du coup à cette sélection, donc voilà, le travail il est à faire à tous les niveaux. C'est pas forcément une fatalité, c'est pas la première fois qu'on tente du coup de nous imposer une sélection sociale comme celle-là, donc ce sera sans doute pas la première fois du coup que on la fera reculer, donc voilà, je vous invite simplement à vous mobiliser et à vous renseigner. Merci à toi. Donc, avant de donner la parole à nos autres invités, on va faire une petite pause musicale. Alors, Eric, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, j'aimerais faire partager une découverte musicale aussi étonnante par le mélange proposé que par le résultat final. Alors, c'est des rythmes africains mêlés au fifre et au cornemuse celtique. Alors, c'est Afro-Celd Sound System avec le morceau de Magnificent Seven. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous êtes bien sûr RBS 91.9 et vous êtes en train d'écouter De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers. Et donc avec nous en studio, Reine Biquier et Mamadou Diong pour parler de l'entrée dans les universités françaises pour des étudiants étrangers. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices et nous présenter votre association? Reine, on commence par vous. Bonsoir à tous nos auditeurs. Moi, c'est Reine Biquier. Je suis étudiante camerounaise à Strasbourg et membre de l'association des étudiants camerounais de Strasbourg. D'accord. Où j'occupe le poste de trésorière. D'accord. Moi, je m'appelle Mohamedou Diong, étudiant à l'université de Strasbourg. Je viens du Sénégal, donc membre de l'association des Sénégalais et stagiaires, étudiants et stagiaires. D'accord. Alors, depuis quand vous étudiez à Strasbourg et quelles études vous faites? Alors, moi, j'étudie en droit. Je fais un master 2 en droit des affaires et j'étudie à Strasbourg depuis ma première année, donc c'est ma 5e année déjà. J'ai un petit peu d'expérience maintenant. Moi, je suis à ma 2e année ici en France. Donc, je suis venu ici en septembre 2016. Je fais un master en sociologie. D'accord. Et sinon, à partir de quel niveau et pourquoi avez-vous intégré l'université de Strasbourg? Alors moi, j'ai intégré l'université de Strasbourg dès ma première année à l'université.
Et pour moi, Strasbourg, c'était le premier vœu d'ailleurs, parce que l'Alsace, je ne connaissais pas, mais de ce que j'avais pu avoir comme information, l'Alsace était plutôt bien, et puis j'aimais bien le côté culture germanique. Donc, et puis la faculté de droit de Strasbourg, elle est d'assez bonne qualité, donc pour moi, c'était le lieu idéal pour faire mes études de droit. Et vous, Mamadou, à partir de quel niveau et pourquoi? Bon, moi, je suis venu ici je faisais le master donc. J'ai été à Paris. Là-bas, je devais étudier là-bas, mais j'ai pas duré. J'ai juste fait quelques jours et puis. Quelques jours. Ouais, quelques jours parce que les conditions c'était vraiment pas favorable pour étudier et du coup j'ai quitté pour venir ici à Strasbourg. Comme j'avais eu une acceptation ici également. Et du coup, qu'est-ce qui a rendu les choses très compliquées à Paris? À Paris, c'est surtout le logement et tout. Et comme j'étais nouveau donc dans cette grande ville, et du coup, il y avait donc des problèmes d'intégration et tout. Le transport et tout, c'était compliqué. Donc, il fallait... et j'avais personne également pour m'indiquer ce que je devais faire. Donc, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai préféré venir ici. Voilà. Du coup, notre question, c'est quelles ont été les démarches que vous avez dû faire, les personnes que vous avez dû rencontrer, entre votre départ de l'université d'origine et votre arrivée à Strasbourg, ça c'est la première question, et par quelle plateforme, par quels moyens, par quelles administrations vous êtes passé pour pouvoir vous inscrire à l'université? Au fait, moi, je suis passé par Campus France, donc je fais une préinscription. Et du coup, j'ai fait mes vœux, donc 15 vœux donc, dans 15 universités donc, françaises. Et j'avais fait 8 choix en psychologie et 7 choix en sociologie. Malheureusement, je n'ai pas été accepté en psychologie parce qu'il y a un problème de compatibilité entre les deux matières. Et du coup, j'ai été accepté maintenant sur les 7 vœux en sociologie. J'ai été accepté dans 4 universités, donc 4 vœux, dans 4 universités donc françaises. Et vous avez plutôt parlé des difficultés également. Oui, les difficultés, les problèmes rencontrés, ou des les problèmes, facilités qu'il y a eu, peut-être s'il y en a eu, hein. On ne Oui. sait jamais. Les difficultés, c'est plutôt en relation avec le logement, surtout. Et comme d'habitude, on n'a pas la bonne information, on ne pouvait pas savoir qu'on pouvait directement passer par le site, quoi, pour bénéficier d'un logement bien avant. Donc, comme on n'a pas de parents ici le plus souvent, c'est problématique. Malheureusement, c'est souvent ça. On n'a pas la bonne information, donc du coup, effectivement. on rate pas mal d'occasions. Oui, effectivement. Donc, c'est surtout au niveau de la dernière ligne droite que les problèmes se posent. Parce qu'avec l'étape consulaire, quoi. Donc là où il faut rassembler les pièces consulaires, je veux dire. Donc c'est surtout là le problème. D'accord. Et vous, Reine? Alors, moi, je suis passée également par l'admission post-bac à l'étranger, à l'époque, pardon. En fait, mon cas, il est un petit peu différent parce que je ne suis pas partie du Cameroun directement, je suis partie d'un autre pays européen. Donc, la démarche n'a pas été la même, mais ce qui m'a été rapporté par les amis qui sont venus du Cameroun directement, c'est qu'effectivement, il faut passer par Campus France, remplir un dossier, puis passer un entretien avec, je pense, un conseiller d'orientation qui évaluera votre motivation, vos capacités, tout ça. Et puis ensuite, vous allez, si votre entretien est concluant, il faut, là, votre dossier sera transmis aux universités que vous aurez au préalable choisies. Et à ce moment-là, si vous êtes accepté par les universités, vous allez encore entamer cette fois la demande de visa parce que ce n'est pas automatique. C'est pas parce que vous avez été accepté dans une université que vous aurez tout de suite accès au visa. C'est une autre procédure qu'il faut commencer pour obtenir le visa. Et là, on se retrouve souvent avec pas mal de verrous et notamment la question du logement. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, la question du logement, parce que quand vous êtes au Cameroun, vous n'avez pas la bonne information, vous ne savez pas à qui vous adresser. C'est pas évident de trouver un logement à Strasbourg quand vous êtes à Yaoundé ou à Douala. C'est vraiment un problème. Puis il y a aussi un aspect financier.
je sais qu'à l'époque, il y avait moyen d'avoir une attestation de prise en charge d'une personne ici en France qui s'engageait à couvrir vos besoins lorsque vous allez séjourner en France. Mais maintenant, même ça a disparu. Maintenant, il faut vraiment débloquer une somme tout de suite qui sera déposée à la banque et qui vous sera délivrée chaque mois pour s'assurer que vous aurez les moyens de survivre en France. Et du coup, ça limite en fait l'accès. C'est pas dit comme ça officiellement, mais les verrous qui sont mis en place aboutissent à ce que les gens soient vraiment dissuadés en fait. C'est-à-dire que cet aspect financier, vous imaginez qu'il faut débloquer un peu moins de 5 millions de francs, c'est à peu près 7 300 €. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc vous avez vraiment les deux gros verrous, à mon avis, c'est ce côté logement et cet aspect financier en fait. Et nous, en tant qu'association, association d'étudiants, on a eu déjà pas mal de fois des personnes qui ont envie de faire leur procédure et qui nous demandent de les aider. Et nous, on a aidé plusieurs fois en signant des attestations d'hébergement et en logeant effectivement les gens le temps qu'ils trouvent une solution. Parce que parfois, tu as ton dossier qui est complet, il te manque juste une attestation d'hébergement ou un contrat de bail. Or, c'est très compliqué d'avoir un logement quand tu n'es pas encore sur place. Donc, nous, on a souvent aidé à ce niveau-là pour essayer de faciliter les choses aux étudiants qui ont envie de venir étudier à Strasbourg. Donc, du coup, vous n'êtes pas comme les étudiants français, vous n'avez pas le droit de galérer, vous, en fait. C'est clair. Non, parce que tout le chemin qu'on parcourt, c'est vraiment... Et malheureusement, on se retrouve souvent à galérer parce que quand on arrive ici, on a déjà passé tout ça. Arriver ici, c'est pas fini. C'est là, on a l'impression que les vraies choses commencent. Parce que là, il faut les démarches à gauche, à droite. Quand vous connaissez personne, vous êtes complètement déboussolé. Vous n'avez personne pour vous donner l'information. Enfin, du coup, tout cet entourage-là, le fait que vous soyez paumé dans les démarches et tout ça, la solitude aussi, ça c'est pas à négliger. Et ça impacte en fait le résultat scolaire, le résultat académique. Et donc, c'est ça aussi qui provoque l'échec et la déception est encore plus grande à la fin. D'accord. Et sinon, au niveau de l'intégration à l'université, comment ça s'est passé ? Personnellement, à l'université, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des personnes qui m'ont prise en main rapidement. Je me souviens quand j'étais arrivée, le premier jour, c'était le jour où il fallait découvrir le campus. Et je suis arrivée en retard. Et quand j'arrive en retard, je regarde à gauche, à droite, je ne trouve personne. Je me dis, ah mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, je vois 2 étudiants camerounais. Je ne sais pas s'ils étaient en repérage ou quoi. Et ils m'ont tout de suite vu un peu paumé. Ils m'ont dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai expliqué que j'ai raté le groupe qui partait à la découverte du campus. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on est étudiants camerounais. Et voilà. Et donc, ils m'ont tout de suite prise en main et ils m'ont pas lâché. C'est pour ça que je me dis, il faut que je m'investisse aussi dans l'association parce que je sais à quel point c'est important d'avoir une aide, d'avoir l'information au moment où il faut. Et vous, comment ça s'est passé? Oui, effectivement, ça a été mon cas également, parce que c'est l'association qui m'a accueilli vraiment à bras ouverts, parce que ici également je connaissais personne. Donc voilà, c'est ça. Et je vais juste peut-être rebondir sur ce qu'elle a dit, des problèmes qu'on a eu à rencontrer, donc que ce soit au pays, que ce soit ici. Donc les démarches et tout, c'était problématique, on a galéré vraiment. Donc déjà, la bourse, on ne l'a pas. Bon, c'est réservé à un nombre limité, quoi. Bien que tous déposent à temps. Mais bon, au finish, on voit que vraiment les choses passent dans les coulisses, quoi. Oui, certains en bénéficient, d'autres non. Et puis, ce qui est regrettable dans tout cela, c'est qu'ils ne font pas la sélection sur base des dossiers, quoi. Donc, c'est surtout ça le problème. Et également, une fois ici, le problème d'intégration, il se pose, que ce soit sur le plan social, que ce soit également sur le plan des études également. Donc, c'est problématique. Déjà, on est complètement dépaysé quand on arrive. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Et aussi, le système éducatif, il n'est pas le même. Donc, il y avait un système auquel on s'était adapté et du coup il y a une rupture brusque et du coup ça pose problème.
Du coup, s'il y avait des améliorations à apporter, des choses à faire, qu'est-ce que vous préconiseriez? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui devrait exister, ne serait-ce qu'au niveau de l'université, ou même au niveau des parcours administratifs? Alors, ici, au niveau de l'université, bon, en tout cas, pour ce qui est de l'inscription, là, je pense que ça va à peu près. Ils font un effort vraiment important. Je sais qu'en début d'année, il y a organisé sur le campus, notamment au Platane, il y a vraiment des gens qui essaient de donner des informations. Mais malgré tout, ça ne fonctionne pas toujours. C'est pas toujours, comment dire. Il y a beaucoup d'informations et au final, on ne sait pas qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. C'est pas toujours bien ficelé en fait. Donc, ils font un effort, j'entends bien, mais disons que ça reste à améliorer quand même au niveau de l'information. C'est surtout ça qui est important quand on arrive. Maintenant, au niveau des démarches administratives, c'est vrai que c'est souvent long. C'est long parce que entre l'inscription à l'université, il faut encore faire des démarches à l'office d'intégration et d'immigration. Et il faut encore aller là-bas pour finaliser les visas. Il faut aller à la CAF, la sécurité sociale. Enfin, à un moment, on est submergé par des démarches administratives. Je pense que ce serait peut-être bien de centraliser ça quelque part, d'avoir un service qui reçoit les documents et qui puisse les dispatcher aux différentes administrations. Enfin, je ne sais pas si c'est matériellement possible, mais à mon avis, oui, ce serait aussi une façon d'alléger un peu les choses. Maintenant, dans les pays de départ, disons, il y a effectivement des améliorations à faire parce que tout le trajet, tout le parcours entre le moment où vous imprimez le dossier, vous remplissez le dossier et le moment où vous avez le visa, c'est tellement long, fastidieux, avec des verrous. Moi, je ne comprends pas, bon, sauf à expliquer clairement qu'on veut limiter le nombre d'étudiants qui viennent, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est plus possible de faire une attestation de prise en charge, parce que demander à quelqu'un de produire tout de suite 5 millions de francs, je trouve que c'est quand même beaucoup. De francs CFA? De francs CFA, oui. D'accord. De produire ça tout de suite là, enfin, je trouve que c'est une façon de dire t'as pas d'argent, tu voyages pas. Il faut préciser que pour un étudiant français qui est issu des classes les plus pauvres, 7 500 € d'un coup, c'est chaud aussi, quoi. Oui, oui. C'est vraiment chaud. Et le fait aussi que, alors, lorsque vous faites le fameux entretien dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut vraiment arriver avec un projet, disons un projet d'études, un projet professionnel qui soit cohérent. Or, je signale quand même que moi, j'en ai fait l'expérience, je suis en Master 2 maintenant, et je peux vous dire que même dans les universités françaises, quand vous arrivez dans nos amphithéâtres et tout, vous avez des gens en Master 1 qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Ils ne le savent toujours pas. Or, là, on va quand même demander à des gens qui viennent d'avoir le bac de venir avec un projet bien ficelé, tout ça. Enfin, je trouve que peut-être les exigences sont un peu trop élevées à ce niveau-là. Donc, il faudrait peut-être là aussi... j'ai vraiment l'impression que tout est fait pour limiter au maximum le nombre de personnes qui... Il y a une disparité d'exigence entre les étudiants français et les étudiants étrangers, en fait. J'ai vraiment clairement l'impression, oui. Oui, bon, pour les démarches, déjà, dans les pays d'origine, ce qui est plus fastidieux, c'est le problème, donc c'est à la fin, quoi. C'est les problèmes liés aux démarches consulaires. Oui, c'est surtout ça. Parce qu'on verra toujours quelqu'un à qui on a refusé le visa et qui, par la suite, n'arrive même pas à savoir la raison donc du refus. Ça, c'est un problème. Également, une fois ici, le problème, c'est, comme elle vient de le dire, c'est surtout les démarches. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à la fois. Et puis, les structures ne sont pas dans une même place. Du coup, tu pars dans cette structure, on te demande des pièces. Tu pars dans une autre structure, on te demande encore des pièces en relation avec les autres pièces qu'on t'a demandé. Alors que là, tu viens de déposer, là, tu ne les as pas encore. Tu es obligé aussi d'attendre donc, que ça sorte pour pouvoir aller là-bas. Donc, ça te prend énormément de temps. Et du coup, dès le début, tu rates beaucoup de choses, quoi. D'accord.
Eh bien, du coup, on vous remercie d'être venu à notre émission, de nous avoir partagé vos expériences. Merci à vous de nous avoir invités. Et voilà. à vous. Un dernier mot? Tu voulais dire quelque chose? Merci à vous. Merci. Et ben voilà, notre émission est finie. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas également de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs à l'adresse Facebook de Strasbourg et d'ailleurs, CRE/. Et tout de suite, nos amis Afrique Hebdo. Au revoir. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.